3 jours après mon opération, mon mari a fait irruption dans ma chambre d'hôpital, le visage rouge de colère. « Qui a payé pour ça ?» a-t-il exigé de savoir. « Pas un, es-tu en vie ? Pas un, les médecins ont-ils réussi à enlever le cancer ? Juste, qui a payé ? » C'est à ce moment-là, très précisément, que j'ai fini par comprendre, les 5200 € qu'il avait refusé de me donner n'avaient jamais été une question d'argent. Il s'agissait, en réalité, de s'assurer que je n'y survivrais pas. 3 jours plus tôt, j'étais assise dans une salle de consultation du centre hospitalier Sainte-Catherine, fixant, les mains tremblantes, des résultats imprimés que je pouvais à peine lire. J'avais 56 ans, j'étais une institutrice à la retraite, et, jusqu'à ce que le cancer n'entre dans ma vie, j'avais toujours été le genre de femme qui gardait tout dans des dossiers soigneusement étiquetés, dossiers dentaires, fiches d'imposition, papiers de garantie. Je conservais tout. Je croyais que l'organisation était une forme de sécurité, et que, si je me préparais suffisamment, la vie aurait au moins la décence de m'avertir avant de briser quelque chose. Le cancer, lui, ne m'a pas averti. Il est arrivé sous la forme d'une douleur sourde sous mes côtes, puis, est venue la fatigue, suivie d'un scanner, d'une biopsie, et enfin, un gentil médecin prononçant le mot « malin » avec tant de douceur, que cela semblait encore pire. Ce matin-là, j'avais terminé des mois de traitement, perdu 10 kilos, et démissionné de la classe de CE2, où j'avais enseigné pendant près de 3 décennies. L'odeur des feutres effaçables me manquait, tout comme l'écriture maladroite sur du papier canson, et cette façon qu'ont les enfants de croire que chaque adulte sait exactement quoi faire. Autrefois, je le croyais aussi. Le docteur Laurent était assis en face de moi, un bloc-notes jaune posé sur un genou. « La masse a changé », a-t-il dit. « Nous devons opérer maintenant, et non le mois prochain. » Maintenant, c'est-à-dire quand ? D'ici quelques jours. J'ai regardé ma sœur, Sophie, qui m'avait conduite à ce rendez-vous. Elle a tendu le bras à travers la table, et a pressé sa paume contre la mienne. Le docteur Laurent a continué, avec précaution. Votre mutuelle a approuvé l'intervention, et la plupart des frais hospitaliers sont couverts. Votre famille a déjà réglé presque tout ce qui restait à charge. Presque tout. Ces 2 mots sont tombés, plus lourds encore que le diagnostic. Une conseillère financière, prénommée Mélissa, est entrée quelques minutes plus tard avec un dossier. Elle m'a parlé doucement, m'expliquant les franchises, le reste à charge, le matériel chirurgical, ainsi que les honoraires d'un spécialiste qui dépassait le tarif conventionné. Le solde restant s'élevait à 5200 €. Pas 52 000, pas un demi-million, 5200 €. C'était toujours bien plus que ce que j'avais sur mon compte courant. Les traitements avaient épuisé mes économies, à petites bouchées implacables. Les dépassements d'honoraires, les trajets, les courses, les médicaments que la mutuelle jugeait optionnels, mais que mon corps réclamait comme nécessaires. Sophie et ma fille, Emma, m'avaient déjà aidé bien au-delà de ce que je pouvais supporter d'accepter. Je savais qu'Emma avait discrètement puisé dans son épargne de précaution, alors même qu'elle avait 2 enfants et une toiture qui fuyait, en Normandie. Sophie, de son côté, avait repoussé le remplacement de sa chaudière. « Je peux appeler le service facturation », a déclaré Mélissa. Mais, comme le chirurgien a classé cette intervention comme urgente, ils ont besoin que le solde soit réglé, ou d'un accord de financement signé, avant votre admission. Mon crédit était bloqué dans une maison que je ne contrôlais pas entièrement, et dans des comptes que je n'avais pas été autorisée à consulter depuis des mois. Il ne restait donc que mon mari. Son nom était Gaspard Mercier, et, pour le monde extérieur, il incarnait tout ce que les gens admiraient. Il était le PDG de Mercier Logistique, une entreprise technologique dont le siège se trouvait en centre-ville, et les magazines économiques le qualifiaient de discipliné, visionnaire, et redoutablement efficace. Il portait des costumes sur mesure, faisait des dons aux hôpitaux, et savait parfaitement comment placer une main sur son cœur lorsqu'il parlait de solidarité. À la maison, cependant, il était devenu de plus en plus impatient face à la maladie. Au début, il apportait des fleurs. Plus tard, il a apporté des reproches. Il détestait le désordre médical sur le plan de travail de la cuisine.
Il ne supportait pas l'odeur des bouillons. Un jour, il m'a même dit que mes nausées plombaient l'ambiance de toute la maison. Pendant les pires semaines de la chimiothérapie, il a commencé à dormir dans la chambre d'amis, prétextant que ma toux interrompait son repos. Malgré tout, je me disais qu'il avait simplement peur. Certains hommes transforment la peur en colère, et l'inconfort en distance. Le mariage, croyais-je alors, consistait à interpréter la cruauté avec indulgence, jusqu'à ce que la personne que vous aimez retrouve son chemin vers vous. Je suis sortie dans le couloir, et je l'ai appelé. Il a répondu à la 4e sonnerie. Claire, je suis au beau milieu de quelque chose. Je sais. Je suis désolée. Le médecin a avancé l'opération. Il y a eu un silence, suivi de voix étouffées, et du léger tintement de verre en cristal. Il n'était pas dans son bureau. Il se trouvait probablement dans la salle à manger privée de l'hôtel Carlton, là où Mercier Logistique tenait ses grandes réunions de contrat. « De quoi as-tu besoin ?» a-t-il demandé. Le ton était plus impatient qu'inquiet. « Ils ont besoin de 5 200 € avant de pouvoir m'admettre. » Un nouveau silence. Puis, étrangement, il a ri à voix basse. « As-tu la moindre idée de la journée que je passe ? » Non. Je viens tout juste de signer un contrat de 28 millions d'euros. J'ai fermé les yeux, et je me suis adossé contre le mur froid. C'est merveilleux, ai-je dit machinalement. Félicitations. Exactement. J'ai des cadres, des avocats et des clients assis ici, et tu m'appelles pour une énième facture. Gaspard, c'est pour l'opération. Je t'ai entendu. Le médecin dit que ça ne peut pas attendre. Sa voix est devenue glaciale. Je ne te donnerai pas un centime. J'ai cru l'avoir mal compris. Le bruit de l'hôpital tourbillonnait autour de moi, des roulettes de chariot, des annonces à l'interphone, un enfant qui pleurait quelque part derrière de doubles portes. Quoi, ai-je soufflé. J'en ai fini de payer pour tes problèmes. Mes problèmes ? Comme si le cancer était un passe-temps coûteux, que j'avais adopté juste pour l'agacer. J'ai baissé la voix. Ce n'est pas un traitement esthétique. Ils doivent m'enlever la tumeur. Tu as de la famille ? Demande-leur. Ils m'ont déjà aidé. Alors fais un crédit. Je n'y suis pas éligible, sans avoir accès à nos comptes. Ça ressemble à quelque chose auquel tu aurais dû penser. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Le choc peut être étrangement ordonné. Il vide l'esprit, et laisse un fait insoutenable, posé en plein centre. Mon mari pouvait me sauver la vie, sans même modifier ses projets de déjeuner, et il avait choisi de ne pas le faire. Je dois y aller, a-t-il dit. Ne me rappelle plus aujourd'hui. La ligne a coupé. Sophie m'a trouvé, toujours debout dans le couloir, le téléphone collé à mon oreille. Elle ne m'a pas demandé ce qu'il avait dit. Mon visage parlait pour moi. L'après-midi même, après que Sophie soit partie chercher des vêtements chez moi, je me suis assise, seule, dans une chambre d'hôpital où je n'avais pas encore été officiellement admise, regardant la pluie glisser sur la vitre en fines lignes grises. Quelqu'un a frappé à la porte. L'homme qui est entré avait l'air plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu. Ses épaules étaient plus voûtées, ses cheveux presque entièrement argentés, et il y avait de la graisse sous l'un de ses ongles, exactement comme pendant la majeure partie de notre mariage. Daniel, mon ex-mari, se tenait là, tenant une enveloppe blanche. Il s'est approché du lit, l'a posé près de ma main, et a dit très doucement, « J'ai vendu mon pick-up. » Puis, il s'est retourné, et il est parti, avant même que je puisse lui demander pourquoi. Pendant de longues minutes, après que Daniel soit sorti de ma chambre d'hôpital, j'ai simplement fixé l'enveloppe blanche qui reposait sur ma couverture. Elle avait l'air incroyablement ordinaire. Aucune fioriture dramatique, aucun discours, aucune attente de me voir l'ouvrir pendant qu'il se tenait là. Juste une enveloppe. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai soulevé le rabat. À l'intérieur, il y avait un chèque de banque. 5 200 €. Exactement. Pas 5 000. Pas tout ce qu'il pouvait épargner.
exactement le montant dont j'avais besoin. Il y avait aussi un reçu plié, provenant d'un concessionnaire local, attestant de la vente d'un pick-up de 12 ans. Le prix n'avait rien d'impressionnant. L'état du véhicule non plus. Mais je me souvenais de ce pick-up. J'y étais monté d'innombrables fois, il y a des années. Ce n'était pas un simple véhicule. C'était le gagne-pain de Daniel. Ma gorge s'est serrée. J'ai regardé vers le couloir, mais il était déjà parti. Excusez-moi, ai-je appelé faiblement à l'infirmière qui passait dehors. Le monsieur qui vient de sortir. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle. L'homme d'un certain âge? Oui. Il est déjà parti, ma chérie. J'ai hoché la tête. Merci. Elle a disparu au bout du couloir, me laissant seule avec des souvenirs que je ne m'étais pas autorisée à revisiter depuis des années. La plupart des gens supposent que, si un ex-mari sacrifie soudainement tout pour sauver son ancienne épouse, il doit y avoir une romance inachevée. La vie n'est pas aussi simple. Daniel n'était pas l'amour que j'avais perdu. Il était le chagrin auquel j'avais survécu. Nous nous étions rencontrés quand nous avions tous les deux 23 ans. Il réparait des machines agricoles en Auvergne. Je venais d'accepter mon premier poste d'enseignante à l'école primaire Victor Hugo. Aucun de nous n'avait beaucoup d'argent. Notre lune de miel a consisté en 3 nuits dans une cabane au bord d'un lac, prêtée par l'un de ses oncles. La douche fonctionnait à peine. Le matelas grinçait. Mais nous trouvions cela parfait. Notre fils, Maxime, est né 3 ans plus tard. Il avait hérité du sourire de Daniel, et de mon entêtement. Chaque samedi matin, nous nous entassions tous les 3 dans ce même pick-up. Parfois, nous roulions jusqu'au marché de producteurs. Parfois, nous allions pêcher. D'autres fois, nous achetions simplement une glace, et nous flânions dans les parcs, pendant que Maxime poursuivait les écureuils. Nous n'étions pas riches, loin de là. Mais nous rions plus que nous ne nous inquiétions, du moins, jusqu'à l'accident. Maxime avait 16 ans. Un soir d'octobre pluvieux. Un conducteur ivre a franchi la ligne blanche. Le policier qui s'est présenté sur notre perron avait l'air plus jeune que notre fils. Rien ne prépare des parents à cette conversation. Absolument rien. Les gens imaginent le deuil comme des pleurs. Parfois, c'est le cas. Plus souvent, c'est un silence de plomb. Daniel a cessé de parler. J'ai cessé de dormir. Il s'est enterré dans le travail, car les moteurs étaient plus faciles à réparer que les cœurs brisés. Je me suis enterré dans ma salle de classe, car les enfants avaient toujours besoin d'apprendre leur table de multiplication, même si mon propre monde venait de s'effondrer. Nous vivions dans la même maison, mais sur des planètes différentes. Les mois sont devenus des années. Nous nous disputions rarement, cela aurait exigé trop d'énergie. Au lieu de cela, nous avons lentement disparu de la vie de l'autre, tout en partageant la même adresse. Un soir, Daniel m'a doucement demandé, « Penses-tu que nous nous aidons encore ?» Je n'ai pas pu répondre, car je connaissais déjà la réponse. Nous avons signé les papiers du divorce 2 ans plus tard. Pas d'avocat qui se déchire, pas de cris, pas d'infidélité, pas de trahison, juste 2 personnes épuisées, qui avaient survécu à la pire chose imaginable, mais qui n'y avaient pas survécu ensemble. Avant de quitter le tribunal, Daniel m'a serré dans ses bras. Non pas comme un mari, mais comme quelqu'un qui disait au revoir au seul témoin qui comprenait vraiment la vie de notre fils. J'espère qu'un jour, tu souriras à nouveau, a-t-il murmuré. Je l'espère pour toi aussi. Puis, nous sommes partis dans des directions opposées. Aucun de nous ne s'est retourné. Plusieurs années plus tard, j'ai rencontré Gaspard. Tout, chez lui, me semblait stable, confiant, couronné de succès. Il planifiait ses vacances 6 mois à l'avance. Il équilibrait ses portefeuilles d'investissement pour s'amuser. Il parlait de la retraite comme s'il s'agissait d'une autre acquisition d'entreprise. Après des années de chaos émotionnel, sa certitude me réconfortait. J'ai confondu contrôle et sécurité. En y repensant aujourd'hui, je peux voir des dizaines de signaux d'alarme. Il n'aimait pas les marques d'affection spontanée.
Il considérait chaque désaccord comme une négociation que quelqu'un devait remporter. Chaque fois que je parlais de Maxime, il écoutait patiemment pendant 1 minute ou 2, avant de changer de sujet. Je me persuadais que ces détails n'avaient pas d'importance. Les veuves et les femmes divorcées dans la quarantaine entendent souvent le même conseil, ne sois pas trop exigeante. Sois reconnaissante que quelqu'un veuille construire un avenir avec toi. J'ai écouté. Parfois, la société confond la résignation avec la maturité. Des coups légers à la porte ont interrompu mes pensées. Le docteur Laurent est entré dans la chambre. J'ai cru comprendre que nous avions de bonnes nouvelles. Je lui ai tendu le chèque de banque. Il l'a regardé, puis a reporté son attention sur moi. Je croyais que le financement était encore en attente. Moi aussi. Il a souri doucement. Nous pouvons y aller. Le soulagement qui a balayé son visage m'a surprise. Les médecins portent l'espoir de manière professionnelle, mais ils portent aussi la déception. Une opération retardée de moins signifiait un patient de plus qui avait une chance de s'en sortir. Mélissa, du service facturation, a traité le paiement avant le coucher du soleil. Chaque signature me semblait étrangement irréelle. Le matin même, je croyais que j'allais mourir à cause d'un chiffre imprimé sur un relevé de compte. À présent, l'opération était officiellement programmée pour 6 heures le lendemain matin. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Non pas parce que je redoutais l'intervention, mais parce que je ne cessais de me demander pourquoi. Pourquoi Daniel vendrait-il le seul bien qu'il aidait encore à gagner sa vie? Nous n'avions pas fêté Noël ensemble depuis plus d'une décennie. Certaines années, nous échangions des cartes de vœux, sans plus. Qui lui avait dit que j'étais malade? Comment m'avait-il trouvé? Pourquoi n'était-il pas resté assez longtemps pour que je puisse le remercier? Les questions ont tournoyé dans ma tête jusqu'à l'aube. L'opération a duré près de 7 heures. Quand j'ai enfin ouvert les yeux en salle de réveil, chaque respiration me donnait l'impression que quelqu'un frottait du papier de verre sur mes côtes. Les machines bipaient doucement. Quelqu'un a ajusté mon oxygène. Une autre infirmière m'a souri. Bon retour parmi nous. Mes lèvres ont bougé avec peine. Ont-ils? Ils ont retiré tout ce qu'ils avaient prévu de retirer. J'ai refermé les yeux, non pas par fatigue, mais parce que, pour la première fois depuis des mois, je m'autorisais à croire qu'il pourrait réellement y avoir un avenir. Les 48 heures suivantes se sont écoulées par fragments, analgésiques, kinésithérapie, minuscules promenades dans des couloirs stériles, soupe au goût de carton tiède, appels téléphoniques d'Emma et de Sophie, fleurs d'anciens élèves. Un bouquet est arrivé de manière anonyme, sans carte, seulement des lys blancs. Daniel se souvenait toujours que les lys étaient les fleurs préférées de ma mère. J'ai soupçonné qu'il venait de lui, mais je n'en ai jamais eu la certitude. Gaspard n'a jamais appelé. Pas une seule fois. Aucun SMS, aucun message vocal, aucune fleur, rien. Curieusement, cela m'a fait moins de mal que je ne l'aurais cru. Son silence ne faisait que confirmer ce que ces mots m'avaient déjà dit. Je ne te donnerai pas un centime. Ces quelques mots avaient mis fin à bien plus qu'une simple conversation. Ils avaient mis fin à l'illusion de mon mariage. Le 3e matin après l'opération, le docteur Laurent a examiné les résultats de la biopsie. Son sourire est apparu avant même qu'il ne parle. Les marges sont saines. Je l'ai dévisagé. Pardon. Nous avons retiré la totalité de la tumeur. Il s'est penché en avant. Il y aura bien sûr la convalescence, des traitements de suivi, et une surveillance régulière. Mais Claire, a-t-il marqué une pause, l'opération est un succès. Les larmes ont fini par couler. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes silencieuses qui glissaient dans mes cheveux, alors que des mois de terreur desserraient lentement leur étreinte. J'étais en vie. Et quelqu'un avait rendu cela possible, en renonçant à la seule chose qui rendait sa propre vie plus facile. Je me suis promis silencieusement que, si jamais je revoyais Daniel, je trouverais les mots que je n'avais pas réussi à prononcer 3 jours plus tôt, merci. Je n'avais aucune idée qu'avant même d'en avoir l'occasion, quelqu'un d'autre était déjà en route vers ma chambre d'hôpital. Les coups frappés à la porte n'avaient rien de doux.
Ils étaient secs, urgents, colériques. Avant même que je puisse répondre, la porte s'est ouverte à la volée. Gaspard est entré, vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que mon salaire de ma première année d'enseignement. Sa cravate était desserrée, sa mâchoire serrée si fort qu'un muscle tressaillait près de sa tempe. 2 membres du personnel soignant se sont précipités derrière lui. « Monsieur, les heures de visite. » « Je suis son mari. » L'infirmière a hésité. Gaspard n'a pas attendu. Il s'est avancé à grands pas jusqu'au bord de mon lit, et m'a regardé. Non pas avec soulagement, non pas avec inquiétude, mais avec cette froideur calculatrice que j'avais fini par reconnaître ces dernières années. « Qui a payé pour ton opération ? » L'espace d'un instant, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. J'avais envisagé beaucoup de choses s'il finissait par se montrer. Des excuses, des prétextes, voire de l'indifférence, mais pas cela. Quoi ? Je t'ai posé une question. Sa voix a résonné dans la pièce. Qui a payé ? L'infirmière s'est avancée. Monsieur, votre femme vient de subir une lourde intervention chirurgicale. S'il vous plaît, baissez la voix. Gaspard l'a ignoré. Je sais que tu n'avais pas l'argent. Il a scruté la pièce, comme s'il cherchait des preuves. Alors, qui l'a fait ? J'ai cligné des yeux, confuse. Je suis en vie. Je vois ça. J'ai été opérée. Je sais. J'ai failli mourir. Et il n'y avait pas la moindre trace d'émotion sur son visage. Pas de soulagement. Pas de gratitude. Rien. Seulement de la frustration. C'est alors que j'ai été frappée par cette évidence, il n'était pas contrarié parce que j'avais failli mourir. Il était contrarié parce que je n'étais pas morte. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Ses yeux se sont plissés. Tu comprendras. Puis, tout aussi soudainement qu'il était apparu, il s'est tourné vers la porte. Je reviendrai. Il est sorti avant que je puisse le retenir. Le silence est retombé dans la pièce. Même les infirmières ont échangé des regards mal à l'aise. L'une d'elles a refermé la porte derrière lui. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit doucement. Souhaitez-vous que l'on prévienne la sécurité ? J'ai hoché la tête, sans parler. Ce n'est qu'après son départ que j'ai réalisé que mes mains tremblaient. Pas parce que j'avais peur de Gaspard, mais parce que rien dans cette conversation n'avait de sens. Pourquoi se souciait-il de savoir qui avait payé ? L'opération était terminée. L'argent avait déjà été accepté. Pourquoi était-ce si important maintenant ? Plus tard dans l'après-midi, Sophie est arrivée, portant des vêtements propres, et un petit sac en papier de ma boulangerie préférée. Un seul regard sur mon visage, et elle a tout posé. Que s'est-il passé ? Gaspard est venu. Son expression s'est immédiatement assombrie. Que voulait-il ? J'ai répété chaque mot, aussi fidèlement que je m'en souvenais. Elle a froncé les sourcils. C'est étrange. Ça n'a aucun sens. Non. Elle s'est assise près de mon lit. Aucun. Pendant plusieurs minutes, nous avons essayé d'inventer des explications raisonnables. Peut-être s'était-il senti coupable. Peut-être voulait-il rembourser la personne qui m'avait aidé. Peut-être était-il gêné. Chaque hypothèse semblait encore moins crédible que la précédente. Finalement, Sophie a soupiré. Claire ? Oui. Je crois qu'il est temps que tu parles à un avocat. Je l'ai dévisagé. Un avocat spécialisé dans le divorce ? Elle a hoché la tête lentement. J'y pense depuis des mois. Moi aussi. Ces mots m'ont surprise moi-même, car ils étaient vrais. Le mariage s'était terminé bien avant ce coup de téléphone. Le coup de téléphone avait simplement rendu impossible de continuer à faire semblant. L'avocate que Sophie m'avait recommandée s'appelait Maître Madeleine Rousseau. Elle s'est présentée à l'hôpital le lendemain après-midi, portant un fin porte-documents en cuir, et un carnet rempli d'onglets colorés.
Elle semblait avoir une soixantaine d'années, calme, précise, le genre de femme qui n'élevait jamais la voix, parce qu'elle n'en avait jamais besoin. Après avoir écouté tout mon récit, elle a posé une seule question. Votre mari a-t-il déjà déposé une requête? Je n'en sais rien. Nous allons le découvrir. Elle a passé 2 coups de téléphone depuis le couloir. À son retour, son expression avait changé. Madame Mercier. Je sentais déjà que je n'allais pas aimer ce qui allait suivre. Gaspard a demandé le divorce il y a 9 jours. J'ai eu l'estomac noué. 9 jours? Elle a hoché la tête. L'assignation ne vous a pas encore été officiellement signifiée, en raison de votre hospitalisation. Ainsi, pendant que je me préparais pour une opération vitale, il se préparait pour un divorce. J'ai regardé par la fenêtre. Pour une raison obscure, cette idée me faisait encore plus mal que de l'entendre me refuser l'argent. Il n'avait pas pris une décision sous le coup de l'émotion, lors d'un instant de frustration. Il avait suivi un plan. Un plan minutieusement organisé. Maître Rousseau a ouvert son carnet. Il y a autre chose. Quoi donc? Le dossier contient une formulation qui a retenu mon attention. Elle a fait glisser plusieurs pages imprimées vers moi. La plupart du jargon juridique ne voulait rien dire pour moi. Puis, elle a pointé un paragraphe. Lisez ceci. Mes yeux ont lentement parcouru la page. Le demandeur affirme que la détérioration de l'état de santé de la partie défenderesse limite considérablement sa capacité de gain futur, son aptitude à maintenir une vie autonome, ainsi que son espérance de vie à long terme. Les mots se sont brouillés. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Maître Rousseau a répondu avec précaution. Cela signifie que votre maladie a été intégrée dans sa stratégie juridique. Mon cancer? Oui. J'avais le souffle coupé. Il s'attendait à ce que je meure? Elle a choisi sa phrase suivante avec un soin infini. Je ne peux pas m'exprimer sur ce qu'il espérait d'un point de vue émotionnel. Elle a fait une pause. Mais, sur le plan juridique, il avait anticipé que votre état de santé affecterait considérablement l'issue financière du divorce. La pièce est devenue d'un calme pesant. Elle a poursuivi, si l'on estime qu'une personne a peu de chances de se rétablir, ou qu'elle est incapable de vivre de manière indépendante, les négociations autour du règlement changent souvent du tout au tout. J'ai eu froid, malgré le chaud soleil de l'après-midi. Donc, il avait toutes les raisons de croire que l'opération n'aurait pas lieu, ou que je n'y survivrais pas. Maître Rousseau n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Le silence s'en est chargé pour elle. Soudain, la question de Gaspard a résonné dans ma tête. Qui a payé pour ton opération? Non pas parce qu'il s'inquiétait. Mais parce que quelqu'un avait contrecarré ses plans. Quelqu'un avait modifié le dénouement. Quelqu'un m'avait sauvé. Cette nuit-là, j'ai à peine fermé l'œil. J'ai repassé cet appel téléphonique en boucle dans ma tête. Je ne te donnerai pas un centime. J'en ai fini de payer pour tes problèmes. Sur le moment, ces mots m'avaient semblé cruels. À présent, ils m'apparaissaient comme calculés. 5200 €. Une somme si dérisoire face à 28 millions. Il n'avait pas refusé parce qu'il ne pouvait pas se le permettre. Il avait refusé parce que payer cette somme aurait permis à l'opération d'avoir lieu. Cette prise de conscience m'a donné la nausée. Le lendemain matin, pendant qu'une infirmière vérifiait mon pansement, j'ai demandé, l'air de rien, est-ce que quelqu'un a appelé pour prendre de mes nouvelles? Elle a souri. Oh. Quoi? Il y a bien eu quelqu'un. Gaspard? Elle a secoué la tête. Non. Ma fille? Pas elle non plus. J'ai froncé les sourcils. Qui, alors? L'infirmière a baissé les yeux vers son dossier. Je ne devrais probablement pas partager d'informations personnelles. Ce n'est pas grave, dites-le-moi. Elle a souri. Chaque matin, depuis votre opération, un monsieur d'un certain âge téléphone. Mon cœur s'est mis à battre plus vite.
Il ne demande jamais à vous parler. Que demande-t-il? Juste une chose. Elle a souri à nouveau. Est-ce que Claire reprend des forces aujourd'hui? Mes yeux se sont embués de larmes, avant même qu'elle ne prononce son nom. Il ne nous en dit jamais beaucoup sur lui-même, a-t-elle poursuivi. Mais hier, l'une des infirmières l'a reconnu, lorsqu'il est passé dans le hall. Qui était-ce? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Votre ex-mari. J'ai tourné le visage vers la fenêtre, avant que les larmes ne s'échappent. Daniel n'avait pas cherché à s'en attribuer le mérite. Il ne voulait pas de gratitude. Il ne voulait même pas que je sache qu'il prenait de mes nouvelles. Chaque matin, il voulait simplement savoir si j'étais encore en vie. Et pour la première fois, depuis que Gaspard avait fait irruption dans ma chambre, j'ai réalisé quelque chose de bien plus important que les papiers du divorce. L'homme qui, autrefois, m'avait promis de m'aimer pour toujours, avait secrètement planifié un avenir sans moi. Et l'homme qui m'avait laissé partir, priait chaque jour pour que je vive. Le matin suivant la découverte des appels quotidiens de Daniel, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de façon spectaculaire, ni d'un seul coup, juste assez pour réaliser que j'avais passé des années à justifier un comportement qui n'aurait jamais dû nécessiter d'explication. Pendant trop longtemps, j'avais confondu la négligence avec le stress, la cruauté avec l'épuisement, et le besoin de contrôle avec le sens des responsabilités. Maître Rousseau est arrivé juste après 10 heures, portant un dossier plus épais que celui de la veille. J'ai commencé à demander les déclarations financières, a-t-elle annoncé, en s'installant sur la chaise près de mon lit. Vous attendez-vous à ce que Gaspard coopère? Elle m'a adressé un léger sourire. Je m'attends à ce que ses avocats coopèrent uniquement dans la mesure où la loi l'exige. Quant à Gaspard, je m'attends à ce qu'il nous rende la tâche difficile. Cette réponse ne m'a pas surprise. Ce qui m'a surprise, c'est tout ce qui a suivi. Maître Rousseau a ouvert une chemise, remplie de dossiers d'entreprise, de déclarations publiques et de documents immobiliers. J'ai passé 30 ans à gérer des divorces impliquant des chefs d'entreprise, a-t-elle expliqué. La plupart des gens imaginent que la partie la plus difficile consiste à prouver l'infidélité. Elle a secoué la tête. C'est rarement le cas. Le plus difficile, c'est de suivre la trace de l'argent. J'ai écouté en silence. Gaspard possède Mercier Logistique, mais ce n'est qu'une partie du tableau. Elle a fait glisser le premier document sur le lit. Au cours des 18 derniers mois, des sommes considérables ont été transférées, depuis des comptes liés à sa rémunération de dirigeant, vers une autre société à responsabilité limitée. Je n'en ai jamais entendu parler. Je me doutais que non. La société portait un nom tout ce qu'il y a de plus banal, Valmont Conseil. Pas de site web, pas d'employés déclarés, juste une boîte postale au Luxembourg. Qu'est-ce que c'est? Maître Rousseau m'a regardé droit dans les yeux. Probablement rien. Puis elle a marqué un temps d'arrêt. Ou, potentiellement, un endroit pour dissimuler des actifs. Mon estomac s'est noué. Est-ce légal? Parfois. Et d'autres fois. Tout dépend de la raison pour laquelle ces transferts ont été effectués. Elle a posé un autre document par-dessus. Les montants m'ont donné le vertige. Des centaines de milliers d'euros, puis des millions. De l'argent circulant d'une entité à l'autre, avec des descriptions suffisamment floues pour satisfaire les comptables, mais qui ne révélaient presque rien au commun des mortels. J'avais partagé la vie de cet homme. Je ne savais même pas que ces comptes existaient. 2 jours plus tard, Maître Rousseau est revenu avec une nouvelle découverte. Celle-ci, a-t-elle dit doucement, est plus difficile à expliquer. Elle m'a tendu des actes de propriété. Un appartement de luxe, avec vue sur le fleuve. Acheté 11 mois plus tôt. Au comptant, sans crédit immobilier. Le propriétaire déclaré n'était pas Gaspard. C'était Valmont Conseil. La même entreprise? Elle a hoché la tête. J'ai fixé les photos d'un élégant bâtiment de verre, doté de toit terrasse et d'une vue panoramique. Je n'y suis jamais allé. Je sais.
Alors pourquoi l'acheter? Maître Rousseau a croisé les mains. Parce que quelqu'un y vit. J'ai levé les yeux. Qui? Elle a répondu avec un professionnalisme prudent. Une femme nommée Vanessa Collin. Le nom ne me disait absolument rien. Qui est-elle, officiellement? Maître Rousseau a consulté ses notes. Elle est répertoriée comme consultante en marketing pour Mercier Logistique. Et officieusement? Maître Rousseau n'a pas eu besoin de répondre. Le silence suffisait amplement. J'ai fermé les yeux. Curieusement, je n'ai ressenti aucune jalousie. Ce sentiment est réservé aux mariages qui valent encore la peine d'être sauvés. Au lieu de cela, j'ai eu honte. Honte d'avoir ignoré toutes ces réunions tardives, ces conférences le week-end, ces voyages d'affaires qui nécessitaient mystérieusement des dîners coûteux, mais n'incluaient jamais les conjoints. Je me suis souvenu de lui avoir demandé, une fois, si je pouvais l'accompagner à un gala de charité. Il m'avait souri poliment. Ce n'est pas vraiment ton univers. Maintenant, je comprenais. Ce n'était pas une question d'événement. C'était une question de savoir qui y serait déjà. Une semaine après le début de ma convalescence, Maître Rousseau m'a apporté quelque chose qui m'a blessé plus profondément encore. Des documents d'assurance. Vous devriez regarder ceci. J'ai froncé les sourcils. Je croyais que notre mutuelle couvrait la majeure partie de mon traitement. C'est le cas. Elle a pointé du doigt un avis de résiliation. Mais pas votre assurance complémentaire contre le cancer. J'ai lu la date 2 fois, puis une 3e. Résilié. 5 mois plus tôt. Avec effet immédiat. Autorisation du titulaire, Gaspard Mercier. J'ai fixé le papier, incrédule. Je n'ai jamais donné mon accord pour ça. Vous n'en aviez pas besoin. Pourquoi? Le contrat le désignait comme l'administrateur principal. J'ai lutté pour retrouver une respiration régulière. Vous êtes en train de me dire qu'il a annulé cette couverture supplémentaire des mois avant votre opération. Je me suis souvenu des innombrables conversations que nous avions eues lorsque les factures avaient commencé à affluer. Gaspard avait toujours feint la surprise. Les compagnies d'assurance sont impossibles. Les coûts de la santé sont scandaleux. On va trouver une solution. Pendant tout ce temps, il savait pertinemment que la couverture n'existait plus, parce qu'il l'avait annulée lui-même. Le manque des 5200 € prenait soudain un sens horrifiant. Sans cette résiliation, il n'y aurait probablement eu aucun reste à charge. Chaque nouvelle découverte m'obligeait à réévaluer un autre souvenir. Je me suis rappelé des anniversaires qu'il avait oubliés, de nos fêtes de mariage interrompues par des appels professionnels, de mes rendez-vous médicaux auxquels il ne pouvait soudainement plus assister. Pris isolément, aucun de ces éléments n'avait détruit notre mariage. Mais, mis bout à bout, il brossait un tableau que j'avais refusé de voir. Gaspard n'avait pas lentement cessé de m'aimer. Il s'était lentement soustrait à toutes ses obligations, tout en préservant scrupuleusement les apparences publiques. Aux yeux des autres, nous restions le couple parfait. Lors des dîners de collecte de fonds, il me tenait la main. Pendant les interviews, il faisait l'éloge de mes années dans l'enseignement. Les bulletins d'information de l'entreprise publiaient régulièrement des photos de nous, souriant à côté de chèques de donation géants. Les gens n'arrêtaient pas de me dire à quel point j'étais chanceuse. Vous formez une équipe tellement formidable. Avant, je souriais poliment. Maintenant, ces photos me donnaient la nausée. 3 jours plus tard, Maître Rousseau m'a appelé, avec une urgence inhabituelle. J'ai besoin que vous regardiez la cérémonie de remise des prix des entreprises de la région, ce soir. Je ne regarde pas souvent la télévision. Vous devriez le faire ce soir. Sophie m'a aidé à diffuser l'événement en direct depuis ma chambre d'hôpital. Gaspard était impeccable dans un smoking sur mesure, confiant, détendu, comme si rien dans sa vie n'avait changé. Le présentateur l'a introduit comme l'un des dirigeants d'entreprise les plus généreux de la région. Des applaudissements ont résonné dans la salle. Gaspard a accepté un prix pour son engagement envers la communauté. Puis, il s'est avancé vers le pupitre.
Je crois fermement que le succès implique des responsabilités. Nouveaux applaudissements. Notre entreprise a toujours eu à cœur de redonner à la société. Un autre sourire. Cette année, Mercier Logistique est fier de s'engager à verser 3 millions d'euros pour soutenir la recherche contre le cancer et l'accompagnement des patients. Le public s'est levé. Les gens l'ont acclamé. Certains ont même essuyé des larmes. Je suis resté pétrifié dans mon lit d'hôpital. 3 millions d'euros. À peine une semaine plus tôt, je ne te donnerai pas un centime. La pièce s'est brouillée à travers les larmes que je refusais de laisser couler. Ce n'était pas l'argent. Ça n'avait jamais été l'argent. C'était cette hypocrisie insoutenable. Il pouvait promettre des millions sous les lustres en cristal, tout en refusant 5200 euros qui auraient sauvé la femme qu'il avait juré d'aimer. Sophie a coupé le son de la télévision. Je ne sais pas comment il arrive à dormir. Moi non plus. Maître Rousseau a rappelé 15 minutes plus tard. Vous avez regardé ? Oui. Il y aura des vidéos. Je sais. Il y aura des témoins. Je sais. Et, fatalement, a-t-elle fait une pause, il y aura des questions. Le lendemain matin, une autre pièce du puzzle s'est mise discrètement en place. Maître Rousseau a reçu les premières déclarations financières de l'équipe juridique de Gaspard. La plupart étaient routinières. Sauf une. Une note de service entre avocats faisait référence aux prévisions des obligations financières post-divorce. Le langage était sec, clinique, presque mécanique, mais une phrase a continué de hanter mon esprit bien après que Maître Rousseau ait fini de la lire à voix haute. Réduction anticipée de l'exposition future à la prestation compensatoire, en raison du pronostic médical défavorable de la partie défenderesse. Réduction anticipée. Quelqu'un avait calculé mon avenir sur des tableurs. Pas en tant qu'épouse, pas en tant que personne, mais en tant que passif censé disparaître. Je me suis sentie étrangement calme. Pas parce que la douleur s'était atténuée, mais parce que la vérité était enfin devenue impossible à nier. Gaspard n'était pas devenu un monstre sans cœur du jour au lendemain. Il était simplement devenu plus habile à le cacher. Et, comme tout mensonge soigneusement échafaudé, le sien commençait à se fissurer sous son propre poids. Au moment de ma sortie de l'hôpital, j'avais cessé de me poser une question. Pourquoi ? La raison pour laquelle Gaspard était devenu cet homme n'avait plus la moindre importance. Que la cupidité l'ait changé, que le succès l'ait vidé de son humanité, ou qu'il ait toujours été capable d'une telle chose, je ne le saurais probablement jamais. Une autre question avait pris sa place. Que se passe-t-il lorsque la vérité refuse de rester cachée ? Je n'étais pas intéressé par la vengeance, du moins pas telle qu'elle est dépeinte dans les films. Je ne voulais pas crever ses pneus. Je ne voulais pas hurler devant son bureau. Je ne voulais pas m'humilier en essayant de l'humilier. Je voulais simplement que la vérité soit exposée, là où tout le monde pourrait la voir. Comme Maître Rousseau me le rappelait souvent, vous n'avez pas besoin de pousser le premier domino. Parfois, il suffit d'arrêter de le retenir. Et c'est exactement ce qui s'est produit. La première fissure est apparue au sein même de Mercier Logistique. Pas à cause de moi, ni à cause de Daniel, mais à cause d'un comptable nommé Antoine Dubois. Maître Rousseau ne pouvait pas tout me révéler tant que l'enquête était confidentielle, mais elle m'en a expliqué assez pour que je comprenne. Antoine avait passé près de 15 ans dans le département financier de l'entreprise. Il ne cherchait pas de fraude. Il préparait simplement les documents pour l'audit annuel, lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange. Plusieurs transferts liés aux rémunérations des dirigeants avaient transité par Valmont Conseil, pour être ensuite redirigés quelques jours plus tard. Les montants n'étaient pas négligeables. Les calendriers des opérations non plus. Lorsqu'il les a comparés au rapport de rémunération approuvé par le conseil d'administration, les chiffres ne correspondaient pas. Au départ, il a supposé qu'il s'agissait d'une simple erreur administrative. Puis, il a trouvé une autre anomalie. Puis une autre. Il a discrètement fait part de ses inquiétudes aux responsables de la conformité interne. La politique de l'entreprise exigeait l'ouverture d'une enquête. Personne, à l'extérieur de la société, n'était encore au courant.
Mais le premier domino avait basculé. Le deuxième est tombé tout juste une semaine plus tard. Mercier Logistique tenait la réunion trimestrielle de son conseil d'administration. En temps normal, ces réunions duraient quelques heures. Celle-ci s'est prolongée tard dans la soirée. Maître Rousseau avait des contacts qui traitaient parfois d'affaires de gouvernance d'entreprise. Et bien qu'elle ne pût divulguer des discussions confidentielles, elle m'a tout de même confié un élément capital par la suite. Le conseil a commencé à poser des questions. Quel genre de questions? Celles qui coûtent cher? Elle a eu un faible sourire. Lorsque les administrateurs se mettent à exiger les registres financiers originaux plutôt que des synthèses, en général, les dirigeants cessent de dormir. Et alors, que va-t-il se passer maintenant? Il vérifie tout. Et si quelque chose cloche, il continue de creuser. Gaspard avait passé des années à se bâtir une réputation de dirigeant rigoureux. Aujourd'hui, cette même réputation se retournait contre lui. Tout le monde partait du principe que ses dossiers devaient être irréprochables. La moindre incohérence sautait d'autant plus aux yeux. Pendant ce temps, ma procédure de divorce avançait. Maître Rousseau exigeait des divulgations financières complètes. L'équipe juridique de Gaspard jouait la montre. Maître Rousseau a déposé des recours. Le juge a exigé leur conformité. D'autres dossiers sont arrivés. Certains apportaient des réponses. D'autres soulevaient de toutes nouvelles interrogations. Un après-midi, Maître Rousseau a étalé des dizaines de documents sur sa table de conférence. J'étais enfin assez forte pour me rendre à son cabinet en personne. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres, pendant qu'elle organisait le tout en pile bien net. Voilà, a-t-elle indiqué en pointant une première colonne. Ce sont les actifs qui ont été déclarés. Elle a désigné l'autre colonne. Et ce sont les transactions qui, selon nous, n'ont pas été correctement communiquées. La deuxième pile était visiblement plus épaisse. Je l'ai regardée. Est-ce inhabituel? Elle n'a pas hésité. Extrêmement. Elle a tapoté un acte de propriété. L'appartement de luxe. Un autre document. Les transferts vers la société de conseil. Un autre encore, les primes de direction. Puis, elle m'a regardé droit dans les yeux. Plus il tente de se justifier, plus les incohérences sautent aux yeux. À peu près à la même période, quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise a également commencé à poser des questions. Pas un journaliste, pas encore. Un donateur. Mercier Logistique avait publiquement célébré la promesse de Gaspard de verser 3 millions d'euros à la Fondation régionale contre le cancer. L'annonce avait attiré l'attention des philanthropes locaux. L'un d'eux connaissait par hasard quelqu'un qui faisait du bénévolat au centre hospitalier Sainte-Catherine. Les conversations se sont croisées. Des noms ont fuité. Quelqu'un a fait remarquer, en toute discrétion, à quel point il était curieux qu'un homme faisant don de millions devant les caméras ait, de sources sûres, refusé d'aider sa propre femme à payer une intervention chirurgicale vitale. Personne ne connaissait tous les détails, mais la curiosité se propage à une vitesse phénoménale parmi des personnes habituées à signer d'imposants chèques de charité. Les interrogations se sont transformées en appels téléphoniques. Les appels sont devenus des rumeurs. Les rumeurs ont fini par arriver aux oreilles d'une chroniqueuse économique spécialisée dans la gouvernance d'entreprises et les collectes de fonds. L'article a été publié un jeudi matin. Il n'avait rien de racoleur. Il n'accusait pas Gaspard d'avoir commis des délits. Il posait simplement des questions dérangeantes. Comment le public devrait-il évaluer la philanthropie d'entreprise, lorsque le comportement privé de ses dirigeants semble en totale contradiction? La journaliste avait soigneusement évité la moindre spéculation. Au lieu de cela, elle énumérait des faits avérés. Gaspard Mercier s'était engagé à verser 3 millions d'euros à des associations de lutte contre le cancer. Sa femme avait récemment subi une opération d'urgence contre cette même maladie. Les archives judiciaires confirmaient une procédure de divorce en cours. Des documents publics faisaient état de litiges financiers non résolus. L'article se concluait par une phrase qui résonnait dans l'esprit des lecteurs.
la générosité affichée devant les caméras appelle inévitablement à un examen minutieux, lorsque la compassion s'avère absente derrière des portes closes. À l'heure du déjeuner, l'histoire avait fait le tour des réseaux sociaux. D'anciens employés ont laissé des commentaires anonymes. Certains ont défendu Gaspard. D'autres ont gardé le silence. Le silence en dit souvent bien plus que les mots. Les investisseurs l'ont remarqué. Les entreprises cotées en bourse survivent grâce à la confiance, presque autant que grâce à leurs bénéfices. Les analystes ont commencé à se demander si les transferts financiers liés à Valmont Conseil avaient une réelle vocation professionnelle. Le conseil d'administration a réagi en annonçant l'ouverture d'un audit indépendant. Le cours de l'action a chuté, pas de manière vertigineuse, mais juste assez pour alerter la presse financière. Gaspard a publié un communiqué minutieusement rédigé. Il niait toute malversation. Il soutenait que les transferts reflétaient une planification standard pour les cadres dirigeants. Il a qualifié son divorce d'affaire strictement personnel. En temps normal, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Au lieu de cela, chaque déclaration appelait de nouvelles interrogations. Vanessa Collin s'est évaporée du jour au lendemain. Son contrat de consulting a discrètement pris fin. L'appartement de luxe a été mis en vente précipitamment. Maître Rousseau m'a appelé après avoir pris connaissance des registres immobiliers mis à jour. Il semblerait qu'elle ait déménagé. Je n'en fus pas surprise. Les relations bâties sur le secret s'évaporent souvent à la seconde où elles sont exposées en pleine lumière. Gaspard, en revanche, semblait de plus en plus aux abois. Il a tenté de me joindre à plusieurs reprises. Je n'ai pas répondu. Puis, il a enchaîné les messages vocaux. Non pas des excuses, mais des requêtes, des exigences. Appelle-moi. Nous devons en discuter. Tu n'as aucune idée de ce qui est en train de se passer. Pour la première fois depuis le début de notre mariage, je réalisais qu'il n'avait plus le contrôle de la situation. C'étaient les événements qui le contrôlaient. C'est alors que l'imprévu s'est produit. Daniel m'a appelé. Pas à l'hôpital. Directement sur mon téléphone. J'avais fini par insister pour que les infirmières lui donnent mon numéro, après avoir appris qu'il prenait de mes nouvelles chaque jour. Sa voix était exactement telle que je m'en souvenais. Posée, bienveillante. Ta voix a l'air plus forte. C'est le cas. J'en suis heureux. Nous avons parlé de la kinésithérapie, de mes petits-enfants, de la météo, de tout sauf du pick-up, de tout sauf de l'argent. À la fin de notre conversation, il m'a demandé très calmement, « Est-ce que Gaspard t'a importuné ?» Un peu. Un long silence s'est ensuivi. Puis, il a poussé un soupir. Il est venu me voir. Je me suis redressée, ignorant la douleur sur mon flanc. Quoi? Hier? Mon cœur s'est mis à tambouriner. Pourquoi? Il voulait acheter mon silence. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il t'a proposé de l'argent? Daniel a eu un petit rire doux. Il a proposé une somme plutôt coquette. À propos de quoi voulait-il que tu gardes le silence? Il ne l'a pas formulé directement. Et que lui as-tu répondu? Un autre bref silence. Quand Daniel a finalement repris la parole, sa voix était toujours aussi paisible. Je lui ai répondu une chose que mon père avait l'habitude de dire. Et c'était quoi? Je ne vends pas ma conscience. La ligne est devenue silencieuse. J'ai fermé les yeux. Des années plus tôt, le chagrin avait mis fin à notre mariage, mais il n'avait jamais entamé l'intégrité de Daniel. Certaines choses survivent, même aux chagrins les plus insondables. Une semaine plus tard, Maître Rousseau m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle qui l'a surprise, elle aussi. Le conseil d'administration a suspendu Gaspard de ses fonctions, dans l'attente des conclusions de l'enquête interne. Je me suis adossée à ma chaise. Il a perdu le contrôle de l'entreprise. Temporairement. Et pour le divorce? Ça continue. Que se passe-t-il maintenant? Maître Rousseau a souri. Maintenant,
a-t-elle conclu en fermant le dossier devant elle, les dominos continuent de tomber. Pour la première fois depuis des mois, je n'attendais plus la catastrophe. J'attendais simplement que la vérité achève le travail qu'elle avait déjà commencé. Le jour où mon dossier de divorce est enfin arrivé au tribunal, près de 8 mois s'étaient écoulés depuis ce jour où Daniel avait discrètement déposé cette enveloppe blanche sur mon lit d'hôpital. 8 mois de kinésithérapie. 8 mois de scanner de contrôle. 8 mois à réapprendre à faire confiance à demain. La cicatrice sur mon abdomen était passée d'un rouge vif à une fine ligne argentée. Certains matins, elle me faisait encore souffrir. Mais, contrairement à avant, la douleur me rappelait que j'avais survécu. La salle d'audience en elle-même était étonnamment banale. Pas de grands discours théâtraux, pas de cris, pas de témoins surprises franchissant les portes avec fracas. La vraie vie est bien plus silencieuse qu'à la télévision. La justice avance généralement au rythme d'un document à la fois. La juge, Éléonore Vasseur, siégeait depuis des décennies au tribunal des affaires familiales. Elle écoutait bien plus qu'elle ne parlait. Et lorsqu'elle prenait la parole, tout le monde se taisait. Gaspard était assis de l'autre côté de la salle, accompagné d'un avocat différent de celui qui avait déposé la requête initiale. Maître Rousseau m'avait discrètement expliqué que sa précédente équipe juridique s'était retirée plusieurs mois auparavant. Trop de conflits d'intérêts. Trop de questions sans réponse. Gaspard avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Pas à cause de ses cheveux gris, mais parce que toute assurance avait déserté son visage. L'arrogance qui remplissait autrefois la moindre pièce où il entrait avait été supplantée par l'épuisement. L'enquête interne de l'entreprise avait tout bouleversé. Les auditeurs indépendants de Mercier Logistique avaient mis à jour des années de transferts financiers non déclarés via Valmont Conseil. Le conseil d'administration a conclu que Gaspard avait sciemment omis de divulguer des montages financiers cruciaux, falsifier ses rapports de rémunération, et violer ses obligations fiduciaires, tant envers l'entreprise qu'envers ses actionnaires. La liaison en elle-même n'est pas ce qui a brisé sa carrière. Les entreprises survivent au scandale. Les marchés financiers pardonnent les errances personnelles, mais les conseils d'administration pardonnent rarement aux dirigeants qui les dupent. 3 semaines avant notre audience de divorce finale, le conseil a voté la révocation de Gaspard de son poste de PDG. Sa démission a été annoncée publiquement le lendemain matin. Les gros titres des journaux se sont focalisés sur les failles de gouvernance, les transactions occultes, et la perte de confiance des actionnaires. Sa vie privée n'est devenue qu'une note de bas de page. Ironiquement, c'est probablement ce qui l'a le plus meurtri. Il avait toujours attaché une importance suprême à sa réputation d'homme d'affaires. Désormais, cette réputation n'était plus qu'un champ de ruines. Au cours de l'audience, Maître Rousseau a sereinement exposé les preuves de l'existence d'actifs qui n'avaient jamais été correctement déclarés pendant notre mariage. Actes de propriété, transfert de fonds, résiliation d'assurance, statut d'entreprise. Chaque pièce à conviction ne racontait qu'une infime partie de l'histoire. Mise bout à bout, elle révélait un schéma qu'il était impossible de faire passer pour une simple négligence. Gaspard a témoigné brièvement. Il a martelé que chaque décision financière répondait à des objectifs commerciaux légitimes. Il a prétendu que l'assurance complémentaire avait été annulée dans le cadre d'une révision routinière des contrats. Il a nié m'avoir intentionnellement mise en danger financièrement. La juge a écouté avec patience. Puis, elle a posé une question d'une simplicité désarmante. Si votre épouse n'avait besoin que de 5 200 € pour pouvoir subir une intervention chirurgicale vitale contre le cancer, pourquoi avez-vous refusé? Pour la première fois depuis que je le connaissais, Gaspard n'a eu aucune réponse immédiate. Un silence pesant a envahi la salle d'audience. Finalement, il a murmuré d'une voix éteinte, « Je ne pensais pas », il n'a jamais fini sa phrase, car il n'y avait plus rien à ajouter. Le jugement écrit de la juge Vasseur est arrivé 2 semaines plus tard. Le divorce a été prononcé. En raison de la dissimulation manifeste d'une part significative du patrimoine conjugal par Gaspard, le tribunal m'a octroyé une part de la liquidation matrimoniale nettement supérieure à ce qu'il avait initialement escompté. Maître Rousseau a parlé d'une rectification équitable. J'ai appelé cela une responsabilisation.
Aucune somme d'argent ne pouvait effacer ce qui s'était passé, mais la justice avait refusé de récompenser la malhonnêteté. Et cela avait de l'importance. La vie a lentement retrouvé sa banalité. Et j'ai découvert que la banalité est un véritable cadeau. J'ai réappris à faire mes courses, sans vérifier au préalable le calendrier des rendez-vous en oncologie. J'ai planté des pieds de tomates derrière ma petite maison de ville. J'ai assisté à la pièce de théâtre de l'école de ma petite fille, Lily, et j'ai versé bien plus de larmes que sa prestation ne le méritait. J'ai même recommencé à faire du bénévolat, un après-midi par semaine, dans l'école primaire où j'enseignais autrefois. Les enfants ont ce don remarquable de rappeler aux adultes que l'espoir n'a rien de compliqué. Un petit garçon m'a offert un dessin au crayon de couleur, après que je l'ai aidé à déchiffrer des mots difficiles. Le croquis montrait deux bonhommes allumettes se tenant par la main, sous un soleil d'un jaune éclatant. Il avait écrit, avec une orthographe merveilleusement imparfaite, « Merci de m'avoir aidé ». Je l'ai accroché sur mon réfrigérateur. C'est l'un de mes biens les plus précieux. Il me restait encore une promesse à honorer. Daniel n'avait jamais reparlé du pick-up, pas une seule fois. Après ma convalescence, nous nous retrouvions occasionnellement pour prendre un café. Parfois, nous parlions de Maxime. Parfois, nous restions assis en silence, à regarder les passants. Notre amitié est revenue naturellement, sans la moindre pression, ni aucune attente. Aucun de nous n'a essayé de réécrire l'histoire. Nous avons simplement accepté que le chagrin nous avait autrefois séparés, et que la bienveillance nous avait, de façon inattendue, réunis à nouveau. Un après-midi, je lui ai demandé où il travaillait. J'emprunte la camionnette de mon neveu quand je le peux, et quand je ne peux pas, je me débrouille. Il a souri, comme si ce n'était qu'un détail, mais je savais très bien ce qu'il en était. Ce vieux pick-up représentait bien plus qu'un moyen de transport. C'était son indépendance, son gagne-pain, sa dignité. Au cours des mois suivants, j'ai discrètement mis de côté une partie de l'argent du divorce. Non pas parce que je me sentais redevable, mais parce que la gratitude exige des actes. Maître Rousseau m'a aidé à dénicher un concessionnaire spécialisé dans les véhicules utilitaires d'occasion fiables. Après des semaines de recherche, nous avons trouvé la perle rare. Ce n'était pas un véhicule luxueux, et ça n'avait pas besoin de l'être. Un pick-up récent, avec un faible kilométrage, un historique d'entretien impeccable, et une capacité de remorquage suffisante pour tout ce dont Daniel avait besoin. Par une chaude après-midi de septembre, je lui ai demandé de me rejoindre devant le concessionnaire. Il est arrivé en pensant que nous allions déjeuner. À la place, je lui ai tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, se trouvait une clé. Il avait l'air perdu. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai pointé du doigt le pick-up bleu garé près de l'entrée. « C'est le tien. » Il a fixé la camionnette, puis a plongé son regard dans le mien. « Non. »« Si. »« Claire, je ne peux pas accepter ça. »« Tu le peux. » Il a lentement secoué la tête. « Je ne t'ai pas aidé pour que tu m'achètes quoi que ce soit. »« Je sais. »« Alors, pourquoi ?» J'ai souri à travers mes larmes. « Parce que le jour où tu as vendu ton pick-up, tu m'as donné la chance de continuer à vivre. » J'ai fait un pas vers lui. « Aujourd'hui, laisse-moi t'aider à reprendre la route. » Pendant plusieurs secondes, il est simplement resté planté là. Puis, il m'a serré dans ses bras. Non pas comme un mari, non pas comme un homme implorant une seconde chance. Juste comme quelqu'un partageant un instant bien trop intense pour être exprimé par des mots. Les gens me demandent parfois si Daniel et moi nous sommes remariés. La réponse est non. La vie n'est en aucun cas obligée de revenir à son point de départ. Nous n'avions pas besoin d'un nouveau mariage. Nous n'avions pas besoin de formuler des promesses que nous avions déjà appris à honorer de bien d'autres manières. Nous sommes devenus quelque chose de plus paisible. Deux vieux amis, liés à jamais par la mémoire d'un fils qu'ils ont perdu, par une vie qui a été sauvée, et par un élan de générosité qu'aucun de nous n'oubliera jamais. Parfois, l'amour ne revient pas en portant le même nom. Parfois, il revient sous forme de respect. Parfois, sous forme de pardon. Et, parfois,
simplement sous les traits de quelqu'un qui décroche le téléphone, lorsque votre vie s'effondre. Près d'un an après mon opération, j'ai assisté à l'inauguration d'un fonds d'aide aux patients au centre hospitalier Sainte-Catherine. J'ai exigé que mon nom n'apparaisse sur aucun communiqué de presse. Pas d'inauguration en grande pompe, pas de discours, pas de photographie. Juste une petite plaque fixée près du bureau des conseils financiers. Chaque patient patientant dans le couloir pouvait y lire cette phrase: « Personne ne devrait perdre la vie pour une question de quelques milliers d'euros. » Chaque fois que je me rends à l'hôpital pour mes examens de suivi, je m'y arrête un instant. Parfois, j'y vois des familles effrayées lire ces mots. D'autres fois, je remarque le soulagement sur le visage d'une personne, lorsqu'elle découvre qu'une aide est disponible. À chaque fois, je repense à deux hommes. L'un possédait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en plusieurs vies. L'autre ne possédait qu'un vieux pick-up. L'homme riche était persuadé que la générosité était une représentation, jouée sous les projecteurs, devant les caméras et sous les applaudissements. L'autre homme pensait que la compassion était une action que l'on accomplit en silence, même si personne ne le saura jamais. L'un a perdu sa fortune, sa situation, et le respect qu'il chérissait par-dessus tout, non pas pour avoir été infidèle, mais parce qu'il avait bâti sa vie sur la tromperie, et sur des choix égoïstes qui ont fini par présenter la facture. L'autre a perdu une camionnette, pour gagner quelque chose que l'argent ne pourra jamais acheter, ma gratitude éternelle. Si mon parcours m'a enseigné une chose, c'est bien celle-ci. L'argent peut acheter le confort. Il peut acheter l'influence. Il peut même acheter des applaudissements. Mais il ne peut pas acheter la grandeur d'âme. Le véritable caractère d'une personne se révèle lorsqu'un autre être humain se trouve dans sa vulnérabilité la plus absolue. Un simple acte de gentillesse peut changer bien plus qu'une seule vie. La cruauté a toujours un prix, même si la facture arrive bien plus tard. Et la personne la plus riche, dans n'importe quelle pièce, n'est jamais celle qui possède le compte en banque le plus garni. C'est celle qui tend encore la main, quand quelqu'un d'autre n'a plus rien à quoi se raccrocher. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé quelqu'un, ou si elle vous a fait réfléchir au genre de personne que vous espérez être le jour où quelqu'un aura désespérément besoin de vous, j'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires. Et, si vous appréciez les récits touchants parlant de résilience, de justice, de pardon, et du pouvoir silencieux de la bonté, n'hésitez pas à vous abonner, pour que nous puissions partager ensemble un nouveau voyage très bientôt.